Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer brièvement ce que c'est un test orthopédique. C'est quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que tant que on ne fait pas de test orthopédique, on ne peut pas vraiment évaluer l'état du système musculo-squelettique, donc notamment les os, les articulations, les ligaments, les muscles et les nerfs. Et donc c'est un examen clinique en fait, un test orthopédique. Et donc c'est des tests qui permettent aux professionnels de santé de diagnostiquer. Donc moi je suis pas médecin, j'ai pas le droit de diagnostiquer, mais je peux suggérer, d'accord, des pathologies comme les entorses, les fractures, etc. Et donc des tests orthopédiques, ça repose sur des critères comme la sensibilité. D'accord, notamment la palpation pour ma part, le fait que je vais voir que la personne est plus ou moins sensible à certains stimulus, d'accord. La sensibilité cutanée, je parle, à la pression, j'appuie, j'ai mal, ou que ça soit le froid ou le chaud, tu vois. Ça va être aussi des indicateurs en fait d'une dissociation neurologique, parce que quand il y a un point trigger, il y a un abaissement des neurones, du seuil des neurones sensoriels et des nocicepteurs qui détectent justement la pression barométrique, et cette pression barométrique, en termes de nociception, se co-exprime à travers la température, donc le TRPV1, TRPA1, d'accord, c'est ça. Et donc ça va nous aider à exclure une pathologie, d'accord. C'est que ces tests orthopédiques vont nous permettre de spécifier devant quoi on est. Donc avec des drapeaux rouges, des drapeaux jaunes, c'est ce que je vous parlais quand on parle de diagnostic différentiel. C'est-à-dire que c'est pas ça, peut-être c'est ça. Si c'est pas ça, peut-être c'est ça. Et peut-être on est sur des tableaux qui sont mixtes. Parce que souvent un tableau clinique, il est multipathologique, hein. C'est rarement un seul truc. Parce que tout marche ensemble. Donc on est souvent des multipathologies. Avec des terrains qui sont polyfactoriels. Et donc il faut une approche multimodale, multidisciplinaire dans beaucoup de cas, et parce que la douleur est multidimensionnelle, tu vois, d'accord. Et donc moi j'ai passé pas mal de formations en physiothérapie, d'accord, j'ai fait pas mal de formations en physiothérapie clinique, hein. Et donc quand j'ai un client au cabinet, pour essayer de comprendre un peu comment la personne compense en termes de déséquilibre musculaire, postural, de raideur articulaire ou d'hypoextensibilité locale, et donc détecter un peu les inhibitions motrices, d'accord. Et ben, je pratique plusieurs tests, d'accord. Donc, quand je fais une première séance, de toute façon, je commence tout de suite par un test avant de la masser. D'ailleurs, que quand je la masse, je me sers du massage pour continuer ce test, hein, pour voir un peu où est la sensibilité, où il y a une sensibilité cutanée particulière, ou même des fois c'est la qualité de la peau qui change, hein. Tu vois que un muscle qui fonctionne pas, la qualité de la peau au-dessus change, la peau n'a plus la même épaisseur, la même élasticité, hein, parce que c'est la vasomotricité, le lien psychocorporel, le sang de la peau, d'accord. Et donc je commence toujours par des tests plus ou moins basiques, que j'ai un peu pêché à droite à gauche, hein. Donc je commence par un test, par exemple, pour vous donner une idée, hein, de quelques textes que je pratique en cabinet. Je demande souvent à la personne de faire comme une sorte de Jefferson curl, de se pencher en avant, et plus ou moins comment elle va se pencher en avant. Je vais voir si elle sait se pencher en avant et si la chaîne postérieure est pas raccourcie. Si par exemple tu vois que le bassin va partir en avant, que les genoux vont se plier, tu vois. Et donc si les genoux vont se plier, ça va me dire peut-être que elle compense, tu vois, qu'il y a une rétractation au niveau des ischios. Donc ça va déjà me donner une idée du raccourcissement de la chaîne postérieure, d'accord. Je peux proposer aussi par exemple d'essayer de voir où est-ce qu'il y a une limitation. Je demande à la personne d'essayer de se pencher en arrière, et donc si elle ne peut pas se pencher en arrière, c'est qu'il n'y a pas du tout d'extension thoracique, d'accord. Et donc la personne n'a plus la capacité de se pencher en arrière. Et donc quand c'est le cas en général, c'est qu'il y a une syphose dorsale qui se majore, qu'il y a un désalignement peut-être au niveau du bassin, qu'il est trop antéversé, qui part en avant, et donc la tête part en avant. Et donc après tout ça, tu vois, tu fais des tests, tu analyses, et après tu réfléchis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que ce qu'on voit, c'est qui a fait quoi. Donc
j'essaye d'émettre des hypothèses et j'essaye comme ça de comprendre le schéma moteur compensatoire, parce que c'est très complexe, vous imaginez. Et je peux essayer par exemple de lui faire de la flexion latérale, le fait qu'elle se penche d'un côté ou de l'autre. Je vais essayer de comprendre comment elle compense, tu vois, enfin, vers quelle direction elle a un souci. Et donc, suivant la direction où elle a un souci, je vais me dire, ah bah si c'est la flexion latérale qui va pas, peut-être que c'est des points triggers dans l'iliocostal, peut-être qu'il y a un souci au niveau de la cage thoracique, au niveau intercostal, tu vois. Après, il faut hypothétiser, et suivant qu'on hypothétise, après, on essaye de travailler le plus global et le plus physiologique possible. Sachant que la pathologie soit d'origine organique ou fonctionnelle, on va la traiter de la même manière au départ. D'accord. Donc ça, par exemple, je vais tester aussi la rotation des hanches. D'accord. Donc je vais me servir d'un élastique de résistance pour tester la rotation de la hanche de la personne qui est assise sur une chaise. Je vais tester aussi son sens de l'équilibre, donc sa dissociation. Donc je vais tester de voir si elle sait c'est quoi la hanche gauche, c'est quoi la hanche droite, c'est quoi le bas du dos, etc., etc. Vous comprenez, c'est que on est sur un complexe articulaire interdépendant, la hanche, le pelvis, le rachis lombaire, et quand il y a un souci dans ce complexe interdépendant, le cerveau se mélange les pinceaux, il n'arrive plus à dissocier, il n'arrive plus à savoir c'est quoi la hanche gauche, c'est quoi la hanche droite, c'est quoi le bas du dos. Donc je vais essayer un peu de chercher, de voir si la personne elle sait un peu se positionner dans l'espace, s'il n'y a pas un affaissement du pied quand elle est en unipodale par exemple, si quand je lui dis de mettre sa jambe en arrière, et ben elle part en avant, si elle me part en avant, ça va peut-être m'indiquer que le psoas s'il a un souci et que du coup je pars en avant chercher cette extension de hanche que je n'ai plus parce que le fessier est trop faible. Tu comprends qu'un fessier qui est trop faible, c'est une jambe qui va passer en arrière et mon cerveau va chercher à ce que le bas de mon dos devienne une hanche et donc je vais avoir une hyperlordose lombaire. Et plus je me cambre en bas, plus je m'enroule en haut, plus je m'enroule en haut, plus je me cambre en bas. Toutes les courbes dépendent de l'angle du bassin. Et donc si le bassin est instable, parce qu'il y a un tremblement, par exemple, en termes de sens de l'équilibre, je vois que le bassin tremble, je vais me dire que le bassin est instable. Et donc s'il est instable, ça veut dire qu'il verrouille peut-être, probablement pas, en termes de chaîne de croisée abdo-pubo-fémorale croisée, pour verrouiller le pubis, faire un verrouillage pubien, ça s'appelle, d'accord? C'est un prérequis. Et en même temps, comme ça, je vais voir un peu son contrôle postural. Par exemple, je peux faire une planche à la personne, lui dire de faire une planche sur les coudes. Si elle tremble, je vais me dire potentiellement peut-être que les abdominaux ne vont pas assez recruter en profondeur. Il n'y a plus assez de musculature profonde pour stabiliser le tronc. D'accord. S'il y a tremblement, en général, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a faiblesse. Ça va peut-être m'indiquer qu'il y a un retard de contraction du transverse et un souci de coordination avec le périnée et le multifide. Ça, je le vérifierai ensuite sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vérifier aussi s'il y a une dissociation au niveau de la ceinture scapulaire. Si par exemple quelqu'un a un souci d'épaule ou de cou, ça veut dire que le cerveau doit savoir c'est quoi l'épaule gauche, c'est quoi l'épaule droite, c'est quoi le bras gauche, c'est quoi le bras droit. Parce qu'à force, quand on a mal, le cerveau se mélange les pinceaux, il n'arrive plus à dissocier, tu vois, les blocs. Parce qu'il compense. Je vais vérifier par exemple si tu as un souci de mâchoire au niveau de la dissociation de la langue. Est-ce que la langue n'embarque pas la mandibule avec? Tu vois, c'est des trucs cons, mais c'est très important. Cette notion de dissociation. Donc je vais tester aussi les fléchisseurs des orteils, s'il n'y a pas un tremblement. On sent que la personne se mette sur la pointe des pieds en redescendant doucement. Donc je vais voir le contrôle, je vais voir le temps, je vais voir si tu vois ce que je veux dire. Je vais analyser un peu tout ça. Je vais regarder un peu les adducteurs, donc les adducteurs longs, les adducteurs courts, en testant le verrouillage. Donc c'est-à-dire que en général, je mets mon poing pour les adducteurs longs, et je dis à la personne de serrer entre ses jambes et je vois s'il y a une douleur, si ça réveille une douleur, si il y a pas mal mais que ça tient et puis boum, il y a une faiblesse, je sens qu'il n'y a pas de force. Et donc je vais tester la force d'adduction. Et il faut qu'il y ait une adduction assez satisfaisante. Ça veut dire que si l'adduction n'est pas satisfaisante, je ne vais pas réussir à stabiliser le bassin parce que vous avez vraiment cette synergie jambe-ventre. Et les femmes sont censées avoir beaucoup plus de force en adduction qu'un homme, de manière physiologique. Donc je vais déjà un peu comparer tout ça, tu vois. Je vais un peu voir ça. Après, je vais regarder les adducteurs courts. Je vais plutôt mettre mon avant-bras comme ça. On pourrait penser à la technique du shotgun, d'accord? C'est une technique pour réaligner les branches pubiennes. Je vais regarder un peu la mobilité des hanches, tu vois. Je vais un peu voir si on a une qui est plutôt plus ou moins hyper mobile ou quoi. Donc je peux la tracter pour voir un peu comme un coup de fouet, mais en tractant légèrement dessus pour voir si j'embarque la hanche ou est-ce que j'embarque la personne.
je vais tester un peu tout ça. Je vais tester la sensibilité au niveau des bandelettes iliotibiales, voir s'il n'y a pas un syndrome de l'essuie-glace. Si c'est le cas, en général, je vais voir le tendon du tenseur du fascia lata, d'accord, niveau point trigger, qui enverrait peut-être cette tension dans le genou. Par exemple, ouais, ce que je veux dire, c'est vraiment d'être assez. Je ne serais pas exhaustif parce que voilà, vous comprenez, chaque cas est différent, mais comment je réfléchis, comment je travaille. Donc une hanche, je suis censé l'ouvrir à 90 degrés en termes d'adduction, d'abduction en termes d'ouverture. Je suis censé faire l'angle droit d'un mur avec mes hanches. Donc si j'ai pas l'ouverture à 90 degrés, c'est pas physiologique. Donc déjà, ça va me donner aussi certaines indications. Je vais tester aussi, évidemment, particulièrement le psoas. Donc psoas, c'est le test Thomas, d'accord. Donc c'est une flexion de hanche active. C'est à la personne que je demande de prendre sa jambe et de la ramener contre sa poitrine, une des deux hanches. Plus la jambe opposée va se lever, plus ça veut dire qu'il est hypoextensible. Parfois ça ne fait pas mal, peut-être qu'il est juste un peu raide, il manque un peu de souplesse, mais peut-être qu'il n'est pas douloureux, tu vois, c'est possible. Mais des fois il est douloureux. Quand la personne ramène contre sa poitrine, il y a un nœud dans l'aine, ça coince. Ah là je vais me dire, il y a peut-être une petite inflammation au niveau du tendon du psoas, il y a peut-être une incapacité à le recruter de manière correctement, et souvent ça va avec l'activation du fessier qui n'est pas complète, et souvent le fessier est trop faible, et on est face à une amnésie des fessiers et une sacroiliaque qui est instable, tu comprends? C'est que quand tu as une sacroiliaque qui est raide, 2-3 jours ça se règle, hein, tu vas chez l'ostéo, chez le kiné ou même tout seul, hein, tu fais quelques mobilisations de la sacroiliaque, mais si ça tient pas et que ça revient, dans le bassin se regarde la gueule, qu'il y a des douleurs un peu type fascialgie, sciatalgie, piriforme, lombalgie, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup, je vous ai dit, des diagnostics différentiels que je suggère le plus, c'est celui-là de la sacroiliaque en cas de lombalgie. Parce que c'est vraiment le bordel, quoi. Et ben, le fait d'immobiliser la sacroiliaque, par exemple, avec une brique de yoga, moi je me sers d'une brique de yoga, et je dis à la personne de poser son bassin dessus, le coccyx à plat, le sacrum à plat dessus, si la douleur disparaît ou diminue, c'est très probablement que la sacroiliaque est instable. D'accord ? Et ouais, ce que je veux dire. Et donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc le psoas, dans le doute, je vais toujours aller le palper. En termes de point trigger, je vais aller chercher le tendon, parce que les deux tendons que je peux entendre de manière audible, même si les claquements ne sont pas des indicateurs cliniques en soi, même si le tendon roule, tu vois, mais s'il est corrélé à une douleur, ça peut être problématique. Il peut y avoir un conflit notamment au niveau des prothèses de hanche cupule, d'accord. Et donc, je peux entendre que le tendon du TFL et le tendon du tenseur du fascia lata de manière audible dans une hanche quand elle fait un ressaut. D'accord. Et ben moi, je vais vérifier ces deux tendons de toute façon de manière systématique. D'accord. Et donc, le psoas, je vais aller le palper aussi dans l'abdomen pour voir est-ce qu'il fait une irradiation en barre verticale dans le dos. Si c'est vertical, je vais me dire c'est sûrement le psoas. Si c'est plus des barres horizontales que ça fait, c'est peut-être la sangle abdominale, les abdominaux qui irradient de cette façon, plutôt. S'il y a des coccygodinies, peut-être que c'est des points triggers du multifid. Je vais tester s'il y a peut-être une hypertonie au niveau du quadriceps, d'accord. Donc moi je vais un peu taper comme ça, voir un peu la qualité du muscle, etc., la sensibilité du muscle. Je vais un peu crocheter au niveau du droit antérieur, au niveau de mes phalanges, parce que l'insertion est haute, hein. Le droit antérieur il traverse la hanche, c'est un des 3 fléchisseurs de hanche avec le psoas et les lombaires. Donc en général je regarde les 3 fléchisseurs de hanche parce que c'est les muscles qui font que je mets un pied devant, etc. Donc tant que je peux pas marcher correctement, je sais que je vais avoir mal. Donc la marche c'est l'exercice le plus fonctionnel possible, et le psoas n'est pas un muscle comme un autre, comme je n'ai cessé de vous le dire depuis la création de cette chaîne. Donc je vais vérifier aussi si par exemple il n'y a pas une inhibition du quadriceps, donc ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas une incapacité à l'activer correctement, d'accord, une faiblesse, même si une inhibition en réalité ça peut être affaibli ou hypertendu, hypotonique ou hypertonique. Dans tous les cas, j'ai perdu la connexion. Le point trigger qui touche la fibre de type 1 ou 2, ça a fait de l'hypertonie. Et donc le muscle en faiblesse d'endurance, en faiblesse de protection, il ne peut pas s'activer. Je vais le tester sur une chaise, en fait, le quadriceps. Je vais dire à la personne de toujours des mouvements actifs. C'est que tant que c'est du passif, vous voyez, moi j'ai vu un rhumatologue j'ai vu un médecin physique et réadaptation pour ma santé, un rhumatologue, il prend ta jambe et il la met contre sa poitrine, il le fait comme ça, et c'est des traitements passifs. Si c'est du passif, je ne contracte pas le muscle, je ne mets pas ma commande dessus, qu'est-ce que je vais évaluer en fait? Je ne vais pas évaluer grand chose en fait.
en termes de neuromotricité, je ne vais rien évaluer. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut que ça soit la personne qui fait le mouvement pour qu'on voit quel mouvement elle peut faire, quel mouvement elle ne peut pas faire. Donc tant que je ne regarde pas le mouvement qu'elle peut faire, qu'elle ne peut pas faire, je ne vais pas pouvoir me dire quel muscle fonctionne trop, quel muscle ne fonctionne pas assez, où sont les inhibitions motrices, les inhibitions réciproques, la dominance des synergistes, quel muscle prédomine sur lequel, quel muscle et quel est le schéma moteur compensatoire, pathogène, d'accord? Donc je vais vraiment tester le psoas en profondeur. Et ce quadri, donc si la jambe elle tremble, je vais me dire pareil, il y a un souci. Je vais tester aussi le fessier, donc je fais un pont fessier en unilatéral pour tester la force du fessier. Je vais essayer un tremblement, je vais me dire ouais, peut-être qu'il a un souci. Je vais tester la respiration tridimensionnelle, ventre, thorax, côte, voir qu'il y a de l'expansion dans les 3 dimensions. Est-ce que la personne arrive à dissocier aussi, comme toujours? Je vais tester bien sûr la périnéalogie. S'il n'y a pas un retard de contraction du transverse de manière systématique, si la personne sent bien le périnée, peut-être qu'elle sent le périnée, peut-être qu'elle sent pas le transverse, peut-être l'inverse, parce qu'il y a des gens qui sont starter périnée, des gens qui sont starter transverse, c'est-à-dire qu'il y en a un qui lance l'autre, et ben certaines personnes c'est l'autre qui lance l'autre. Je vais tester les deux, et après je vais essayer de dire à la personne de les coordonner pour voir déjà si elle a la commande neurologique. D'accord? C'est que l'important c'est au moins j'ai la commande, ça veut dire que je peux le travailler, et tant que j'ai pas la commande, ben, je vais pas pouvoir le travailler comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve des astuces pour reprendre ces sensations du mouvement. Je pense notamment à se mettre sur le ventre quand on veut chercher à recruter le transverse, pour que le sol me sert de repère kinétique. Où je vais dire à la personne souvent tu touches ici, tu respires 3 fois, que le thorax, que le ventre, que les côtes, et après les 3 en même temps, tac, je vais dissocier, et après je vais coordonner le mouvement. Pareil avec le transverse et le périnée. Que le transverse, que le périnée. Je vais dire à la personne de bosser que le transverse, que le périnée, et après de manière simultanée, avec un protocole pour sa maison, hein, bien sûr. Et une fois que c'est intégré, c'est intégré. Il n'y a plus besoin de le faire, d'accord? C'est automatisé. Il faut reprendre des bons automatismes en neuromotricité. Il y a des prérequis avant de comprendre c'est quoi le problème. Il faut un peu déblayer, quoi. C'est ça la difficulté. C'est que souvent on est face à des, comme je vous l'ai dit, des tableaux multipathologiques et multifactoriels et qui s'expriment pas de la même manière. La pathologie, la maladie n'existe pas vraiment dans le sens où c'est qu'une expression pathologique. Et donc, il faut comprendre le mécanisme sous-jacent. Donc, je vais tester tout ça. Je vais tester aussi, par décontracté relâché, les inhibitions motrices. Donc, je vais viser un peu décontracté relâché pour vérifier la hanche, pour vérifier le genou, s'il n'y a pas une restriction. Je vais vérifier, bien sûr, les ischio-jambiers. Donc, les ischio-jambiers, c'est pareil, c'est le test de Léopold Busquet, d'accord, que je fais, moi, pour vérifier qu'il a bien l'extension complète, d'accord, que la hanche est bien à 90 degrés, qu'il n'y a pas un flexum du genou qui s'est mis dans la partie, d'accord. Comme je vous l'ai dit, je vais tester les abdos de la personne en planche. Donc si la personne tremble en planche, je vais me dire qu'il y a une faiblesse des abdominaux, elle n'a pas de stabilité du tronc. Et donc peut-être qu'il y a une distension abdominale, c'est toujours des hypothèses. Et après, j'essaie de trouver un tableau le plus précis possible, quoi. Donc après, je vais me servir bien sûr de la palpation pour voir un peu les points sensibles, les points triggers actifs, c'est-à-dire ceux que la personne connaît et les latents, ceux que la personne elle les sent pas consciemment, mais quand j'appuie, elle a mal. Donc ils sont pas connus par le patient, d'accord. Et il y a des points triggers aussi. Donc il y a des points de trigger primaires, secondaires et satellites, d'accord. Donc je vais essayer un peu de démêler tout ça. Je vais regarder hanche-épaule, épaule-cou, la torsion pelvienne, s'il y a une attitude scoliotique, une scoliose, si, je vous ai dit, s'il y a au niveau lombaire, j'arrive à avoir une bonne reprise une conscience de lordose lombaire, ça veut dire que j'arrive à me lordoser et à me délordoser convenablement, à m'antéverser, à me rétroverser convenablement. Souvent, ce n'est pas le cas. Je vais tester, je vais regarder un peu le moyen fessier, le pyramidal, l'obturateur interne. Je vais regarder un peu les points triggers dans le fessier. Souvent, le fessier, il a des gros soucis, d'accord. S'il y a eu un tremblement, souvent, tu vois ce que je veux dire. Je vais me dire qu'il y a des points triggers dedans. Et donc, voilà, quoi. Et les contractés relâchés vont être d'une précieuse aide aussi, quoi, tu vois. Donc je vais regarder s'il y a un décollement des scapulas, si les épaules sont centrées, si je me cambre trop, s'il n'y a pas un effacement au niveau de la lordose lombaire. Donc ça, c'est souvent quand les ischio-jambiers sont trop rétractés. Si le psoas ne fait pas des douleurs secondaires aux épaules et au cou. Donc le psoas, s'il s'accroche sur les mêmes insertions que le diaphragme, donc elles sont dans le bas du dos, donc je vais vérifier souvent ces insertions, d'accord.
je vais vérifier bien sûr le centrage des scapulas quand il y a une cervicalgie. On va vérifier parfois je vais vérifier un peu la mâchoire au niveau ptérygoïdien latéraux, parce que les ptérygoïdiens latéraux, ils ont un rôle dans tous les mouvements de la mandibule, d'accord. Et on va tester aussi tous les muscles de la mâchoire qui nous intéressent, tu vois. Le temporal, le masséter, euh, et donc... et aussi peut-être le digastrique, d'accord. Et surtout ces putains de ptérygoïdiens. Donc en cas de migraine, on va tester souvent tout ce qui est trapèze, sous-occipital, tu vois ce que je veux dire, scalène, tout ça c'est des points trigger connus, trapèze, même deltoïde, hein. Moi je vais chercher même le deltoïde pour les cervicalgies, même les sous-claviculaires, tu vois, parce que tout ça, ça monte, tu vois. C'est plus je vais me mettre en posture votée, plus ma tête elle va ramasser en fait de tension. Et si j'ai un déficit en rotation, bah, on se doute que ça va être compliqué aussi, quoi. Donc, tu vois, c'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple, hein. Donc moi, il me faut beaucoup de temps quand je suis en première séance pour faire un bilan, et j'essaie un peu d'aller à l'essentiel, tu vois, pour comprendre ce qui se passe. Donc, si vous devez retenir des choses simples, c'est que le cerveau, il n'est pas réellement multitâche. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire deux choses en même temps. Ça, c'est pas vrai, c'est une illusion. Et que quand il y a une douleur chronique, en vrai, c'est qu'il ne sait plus faire autrement parce qu'il a figé sur cette empreinte qui est restée durablement dans l'hippocampe. Je vous ai expliqué un peu dans certaines vidéos l'intégration d'une douleur chronique au niveau de la neuromatrix de neuronal Melzack, avec tout ce qui est théorie polyvagale, théorie du gate control, etc. Et tous ces liens qu'on peut mettre, qu'on peut hypothétiser, d'accord. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Et imaginer une douleur, c'est déjà avoir mal. C'est pas pour ça que la douleur, elle n'est pas dans la tête ni réelle. D'accord, il y a vraiment un souci neuromoteur, muscle-cerveau, quoi qu'il en soit. Parce que, quelle que soit la cause de la douleur, la perte de mobilité est une des causes de douleur. D'accord. Quatre causes d'origine fonctionnelle on peut avoir. Donc j'essaye de taper dans les quatre, moi. J'essaye de faire de dresser un tableau, de suggérer un tableau clinique qui tape dans les quatre causes, avec l'instinct, hein. Après, c'est l'expérience aussi, hein. J'ai appris sur le tas, j'ai appris de l'expérience de mes patients, de mes clients, de mes échecs aussi. Que ce soit des échecs personnels pour ma santé, que ce soit des échecs thérapeutiques. Il y a des gens que j'arrive pas à solutionner, ben, ça me pousse à chercher, à comprendre pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui fait que la personne n'intègre pas, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel que je n'ai pas su suggérer, est-ce que les exercices ne sont pas assez adaptés, tu vois, j'essaie toujours de trouver une solution, même si je ne la trouve pas toujours. Et donc, il faut s'interroger tout le temps, il ne faut jamais être sûr de soi, il faut s'interroger tout le temps. Donc, si vous devriez retenir quelques notions essentielles de tout ce que je viens de vous dire, c'est que moi, évidemment, je fais tous les tests orthopédiques que je viens de vous citer, et d'autres. Et il faut comprendre qu'il y a une histoire de centrage articulaire, que les articulations sont centrées par la musculature. Le psoas assure le centrage de la tête fémorale. Donc un psoas qui est trop raide, il tire la tête fémorale en avant. La hanche a l'air plus haute, mais en vrai elle est plus en avant, c'est le psoas, d'accord. Donc reste à savoir ce qui est physiologique et ce qui ne l'est pas. Ce qui est une asymétrie positionnelle, je suis né comme ça, et une asymétrie de mobilité. Je m'adapte comme ça. Et donc une asymétrie de mobilité, c'est de l'hypermobilité. Et cette hypermobilité, elle est délétère, elle est pathogène, et elle fait de l'arthrose, elle fait des micro-mouvements anormaux, elle fait que je ne peux pas être stable. Et donc, il va falloir un peu regarder toutes ces interactions musculaires, ces interactions articulaires, pour et donc évaluer, si tu veux, moi je parle de dynamique globale, donc je parle comme ça, il faut évaluer la dynamique globale et voir la coordination, parce qu'il faut être stable mais mobile en même temps. Le corps, il a besoin d'être stable pour faire face à la gravité, mais il a besoin de bouger aussi et d'être mobile en même temps. Donc être trop stable, c'est pas bon parce qu'on est raide et hypoextensible, etc. Mais être mobile, être trop mobile, c'est pas bon non plus, parce que du coup, je suis instable. Et du coup, je ne supporte plus la gravité. Donc, quand vous avez une hypermobilité, il faut renforcer. Quand vous avez des raideurs, il faut créer de la mobilité. Il faut restaurer de la mobilité. Donc, souvent, on a les deux mélangés. Comme je le dis souvent, la douleur, elle est multidimensionnelle, que ce soit dans son type, il y a 3 types, mécanique, inflammatoire, nociplastique. Elle cumule souvent plusieurs origines fonctionnelles en même temps.
Et souvent, il y a des instabilités avec des hypermobilités. Enfin, pardon, il y a des hypermobilités avec des raideurs. Parce que vous avez des hypermobilités en réponse à des rétractions à distance. Et vous avez des endroits où vraiment ça ne bouge pas, des hyposensibilités locales qui sont étirées et qui sont trop étirées par des positions de déclenchement à la douleur parce qu'il y a des adhérences, d'accord. Et donc ces algorécepteurs, dans le tissu conjonctif, le tissu mou, c'est détecteur de douleur. Dans le tissu conjonctif, on voit des influx nerveux douloureux, d'accord. Donc vous avez mal là où ça bouge pas et vous avez mal parce que ça bouge trop, parce qu'ailleurs ça bouge pas. En même temps, tu vois ce que je veux dire, suivant des articulations qui se compensent de manière mutuelle. Donc c'est la hanche, c'est le pubis, c'est la sacro-iliaque, c'est la hanche, c'est la lordozombère qui est censée être stable, qui devient instable souvent, c'est la cage thoracique qui est censée être souple, qui devient raide. Il y a une rigidification de la cage thoracique parce que la tension monte, hein. Le bassin c'est le châssis, les hanches c'est le suspension, la gravité elle vient d'en haut, la tension elle monte, les pressions se répartissent ensuite, le cou qui est censé être stable devient stable, la mâchoire se serre, pour compenser. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez souvent une hanche qui est verrouillée, une hanche qui est instable, avec à la force une technopathie de marche qui se met en place. Si la hanche elle merde, souvent le genou il merde, le pied il merde. Les pieds c'est une projection du bassin sur terre. D'accord. Un fessier qui est faible, ça va chercher, le cerveau va chercher dans les rotateurs de hanche, piriforme, obturateur interne, externe, jumeau supérieur, carré fémoral. Lui va chercher dans les adducteurs vont chercher dans le psoas. Le psoas se coactive avec le fessier, donc rien ne marche à la fin, le couple ne marche plus. Si le psoas ne va pas, le carré des lombes ne va pas, le quadriceps ne va pas, il n'y a rien qui va en fait, hein, parce que je vais surcharger mes lombaires. Vous comprenez que les abdominaux soutiennent la colonne lombaire, stabilisent la colonne lombaire, le psoas aussi, en temps normal, stabilise la colonne lombaire. Donc le psoas, il stabilise le rachis, lombaire, la hanche et le bassin. Donc quand il ne va pas, il n'y a rien qui va, parce que vous êtes toujours sur ce truc interconnecté, hanche, bassin, hanche, pelvis, rachis, lombaire. D'accord. Et les abdos, ça leur fait trop de travail. Les lombaires, ça leur fait trop de travail. Tout le monde doit faire son travail à son pourcentage. Et quand il y a une douleur, c'est souvent qu'il y a une compensation et qu'il y a une surcharge et qu'il y a un mauvais schéma moteur qui est intégré. C'est-à-dire qu'il y a des muscles qui travaillent trop, des muscles qui ne travaillent pas. Donc il faut renforcer là où c'est trop instable, hypermobile, et donc ça ne travaille pas assez. Et il faut relâcher, créer de la mobilité là où c'est trop raide, là où c'est trop peut-être engagé, hyper réactif. D'accord. Mais dans tous les cas, le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Et donc vous avez ces histoires de coactiver. C'est pour ça que j'ai pris tendance à travailler toujours le couple musculaire en entier. Je travaille rarement un muscle tout seul, quoi. Je vais travailler la chaîne dans laquelle il est, le couple de force dans lequel il est, pour que l'agoniste et l'antagoniste puissent se coordonner. L'agoniste c'est le moteur, l'antagoniste c'est le frein. Moteur, frein. C'est ça le corps humain. Et donc les moteurs vous avez des moteurs et des freins, vous avez des synergies musculaires et des chaînes musculaires qui font ces synergies. D'accord. Donc on parle de chaîne myofasciale, muscle plus faciale, et vous avez aussi des chaînes neurophysiologiques qui montent et qui descendent. Et toutes ces chaînes que je viens de vous expliquer, elles passent toutes dans le bassin, qui est un carrefour postural. Donc je regarde systématiquement le bassin. C'est pour ça que le plus grand nombre de formations, le plus de temps que j'ai passé, c'est pour étudier le bassin. Parce que le bassin, c'est le bordel. C'est le plus compliqué. Et tant que le bassin se casse la gueule, le dos, je ne vais pas le récupérer. Et que le centre de l'équilibre humain, je vous ai dit, il est au-dessus du nombril. Donc il faut répartir les charges de manière le plus homogène possible. Donc tant que je ne fais pas une évaluation de la dynamique globale, à défaut de trouver la cause de la cause, pourquoi la personne a mal, parce que c'est très complexe, hein, tu vois bien, et on va essayer de répartir les charges de manière le plus globale possible pour, à défaut de guérir la personne, la soulager et l'améliorer. Et en général, quand vous traitez le problème secondaire, le problème primaire va se résoudre de lui-même. Et ça, c'est une très bonne citation que les ostéopathes anglais disaient. Einstein disait l'école ne devrait pas avoir pour but de former des spécialistes, mais devrait plutôt penser à concevoir des personnalités harmonieuses. Et moi, j'essaye d'avoir des compétences en harmonie. Et si on parle de mouvement, on parle de neurosciences cognitives, on parle de sommeil, on parle de stress, on parle de neuroanatomie, de neurophysiologie, d'alimentation, de gestion du stress, du sommeil. On parle de trois axes, un axe biologique, un axe mécanique, un axe biopsychosocial. C'est pour ça que j'ai quelques notions et formations en biologie cellulaire, en génétique, en médecine génétique, et
Donc j'ai suivi des petits cours universitaires en biologie cellulaire, en génétique, et j'ai suivi une formation aussi en micronutrition, cerveau et neurotransmetteurs par le docteur Ludovic Rondini. J'en ai fait une aussi en neurosciences cognitives avec Claire qui a un master en psychologie spécialisée en neurosciences cognitives. D'accord. Et j'ai fait beaucoup de formations aussi sur Physio Academy en physiothérapie. Sachant que j'ai appris beaucoup tout seul avant. Je suis en autodidacte plus. D'accord. Et donc voilà. Donc c'est une vidéo, j'espère, qui va vous aider un peu à comprendre que tant qu'on ne sait pas c'est quoi le problème, on ne peut pas adapter un protocole. Donc il faut déjà identifier la cause, éliminer les facteurs, ne pas se laisser piéger dans une impasse thérapeutique, et donc ne pas hésiter à revenir à un arbre décisionnel. C'est pas ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. On essaye et on change de stratégie au fur et à mesure. Une réadaptation, c'est pas linéaire. Il y a des essais, il y a des erreurs. C'est normal d'avancer, c'est normal de progresser, c'est normal de reculer. C'est pas linéaire une réadaptation. On fait des essais, on fait des erreurs. Donc l'important, c'est de trouver la bonne cause de cause et d'avoir le protocole le plus personnalisé possible et le plus adapté à votre condition, qu'elle soit physique ou neurologique, d'accord, ou physio-neurologique, d'accord. Et de vous impliquer comme toujours dans votre propre guérison, parce que le meilleur kiné c'est vous, et il n'y a que vous qui savez où vous avez mal. Moi je suis juste là pour partager quelques compétences pratiques et quelques connaissances théoriques, d'accord. Donc je vous remercie les amis de votre soutien, n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie, vous pouvez liker, partager, commenter. Donc c'est sûrement la dernière vidéo que je sors avant un long moment. Donc j'espère que vous allez trouver une solution dans vos soucis, que mes vidéos vont vous aider, vont vous aider à progresser pour votre problème, pour votre souci. Gardez la force, gardez l'espoir, beaucoup de courage à tous, bons exercices, comme toujours, bons exercices les amis, et je vous fais des gros bisous.